En veille, par contre, il y a une chose qui est très importante. Cette offensive coïncide avec 3 vides, une vacance américaine qui est prête de se terminer, une vacance israélienne qui est cette attente d'élection, une surenchère du tableau de chasse, c'est-à-dire c'est à qui reviendra le plus dur, une vacance palestinienne puisque le mandat de président se termine dans 3 quarts d'heure, oui, ce soir même, à minuit. Fini sera le mandat. Et cela a coïncidé également avec, et je crois que c'est pour cela que c'est très grave, il y a l'aspect humanitaire et j'espère qu'on en parlera, il est fondamental. Mais nous sommes en train probablement de vivre la fin définitive du processus de paix. Après ce qui vient de se passer à Gaza, je doute très très fort que quelqu'un, une institution, un représentant dans le monde arabe ou palestinien puisse encore, dans un avenir proche, repartir vers la table des négociations. Donc nous sommes peut-être à la veille d'un remodèlement des 2 régions, car on parle beaucoup de Gaza. Il faudrait se poser la question de savoir, à l'issue de cette guerre, que deviendra la Cisjordanie ? Parce qu'il y a quelque chose d'indissociable entre ces 2 éléments. Et l'État palestinien ne naîtra que de ces 2. Il ne peut pas naître en Cisjordanie ou à Gaza. Donc nous sommes entrés dans une phase ouverte sur toutes les inquiétudes et tous les inconnus. Sur les élections en Israël, Gil Mieli, vous êtes correspondant, je le disais tout à l'heure, un certain nombre de journaux israéliens. L'influence de l'élection elle-même, mais pas seulement en Israël, comme je le disais, dans ces 4 pays-là. C'est un facteur, mais c'est à peu près comme le météo. Il y a tellement de facteurs. Mais finalement, je pense qu'il y avait un doigt qui a tiré sur les gâchettes. Et je ne peux que citer Moubarak, qui a clairement indiqué que c'était le Hamas. C'est-à-dire le fait qu'il y a des incidents pendant la trêve, il y avait des tirs de roquettes dès le début. Si tous les 10 jours, il y a 3 roquettes qui sont tirées dans le désert, on ne fait pas un cas. Israël ne fait pas un cas. C'est vrai qu'il y avait aussi des raids israéliens de l'autre côté, mais il y avait une volonté de ne pas renouveler la trêve. Il y avait une volonté de ne pas renouveler la trêve. Il y avait une mauvaise foi indiquée à la fois par le président palestinien et par le président Moubarak du côté de Hamas. Ils ont commencé par envoyer des listes complètement déraisonnables dans les négociations sur la libération de soldats chalites. Et même les soldats israéliens, oui, qui est tout à fait. Il y a une négociation et du coup, en mois de novembre, les listes sont déraisonnables. C'était clair. C'est des listes de prisonniers palestiniens qu'ils exigent et que même les Égyptiens l'ont considéré comme déraisonnable. C'est-à-dire, au mois de novembre, c'est clair au Caire, c'est clair à Jérusalem, c'est clair ailleurs que le Hamas ne veut pas renouveler la trêve. Après, on peut jouer l'avocat. Qui a fait quoi? Mais il y avait un côté qui n'avait pas une volonté de renouveler la trêve. Excusez-moi de vous interrompre, mais pourquoi ne veut-il pas renouveler la trêve, à votre avis? C'est juste pour pouvoir, pour que les Israéliens puissent venir attaquer la bande de Gaza? Non, je vais aller plus loin. Je pense que pour le Hamas, la résistance, c'est un point fondamental. Il faut lire leur charte. C'est une charte carrément antisémite. Ils citent les protocoles des sages des Sion. Ils parlent d'Israël comme faisant partie d'un projet, c'est écrit, c'est l'article 32 de la charte de Hamas. Et c'est un texte qui a été écrit il y a 20 ans. Donc pour eux, la guerre, la résistance, c'est la seule manière de se distinguer de l'autorité palestinienne, de Fatah, de l'OLP. Oui, j'aimerais réagir à 2 ou 3 interventions. Je pense d'abord qu'il y a quand même une chose qui est importante, c'est de mettre en évidence les vacances. Parce que les vacances de pouvoir, c'est lié aux élections. Lié aux élections, je crois que c'est un facteur important. Mais on ne peut pas quand même élargir tellement la perspective qu'on en oublie les faits. D'abord, moi je ne parle pas de guerre. Parce qu'une guerre, c'est entre 2 armées. Il n'y a pas d'armée à Gaza. C'est aujourd'hui du massacre, un carnage. Et ce propos-là, ce terme-là, il vient de l'intérieur d'intellectuels israéliens qui parlent de carnage et qui se sont réveillés aussi. Et donc c'est pas une guerre. C'est pas une guerre. Et quand on parle de trêve, quand on parle des 6 mois qui se sont passés, il y a des conditions qui sont liées à la trêve. Et l'une des conditions, c'était de lever effectivement le blocus. Ça n'a jamais été fait. Les gens étaient... pendant 2 ans, il y avait la famine, et quand on parle de trêve, c'est avec des conditions, aucune n'est respectée. Le problème que l'on a dans toutes ces discussions-là, c'est qu'on va prendre un missile, une roquette, pas la même chose, même en anglais, sur Israël, pour mettre en évidence qu'ils attaquent et donc on se défend. Ce propos de la victime, ça suffit.
Parce qu'aujourd'hui, il y a un agresseur et il y a une population civile qui est exterminée sous nos yeux. Et donc la deuxième chose que je vais mettre en évidence, c'est pas le 24 ou 23 ou 25 décembre. Dès le mois de novembre, 4 personnes du Hamas à l'intérieur sont tuées par l'armée israélienne. C'est en novembre, c'est donc avant la fin. Et pendant jusqu'au mois de novembre, il n'y a pas d'intervention de la part des forces même du Hamas de l'intérieur. À partir d'un certain moment, il faut regarder les faits. Aujourd'hui, cette idée d'intervenir à Gaza, elle n'est pas nouvelle. Quand on nous dit, oui, mais il y a le Hamas d'un côté, puis il y a Abbas. Abbas, ça fait 2 ans qu'il discute, il n'a rien obtenu sur la Cisjordanie. Le contraire, on nous a annoncé... que Abbas, c'est le Fatah et il est le Premier ministre. Voilà, et juste pour terminer, en Cisjordanie. on nous a dit, vous savez, la télévision était partout quand Israël a soi-disant libéré Gaza. En fait, elle a libéré l'intérieur, elle a gardé toutes les clés, elle en a fait une prison à ciel ouvert. C'est ça la réalité. Et donc on nous a annoncé, toutes les télévisions étaient là. Aujourd'hui, quand il y a un massacre, la télévision ne peut pas entrer. Il n'y a personne qui peut montrer ce qui est en train de se passer. Donc quand on soi-disant on libère quand on enlève les colons, la télévision est partout pour montrer la tristesse absolue de ces colons, mais on ne dit pas qu'au moment où on en enlève 8000 de Gaza, on en met 12 000 en Cisjordanie. La réalité, elle est celle-ci, les chiffres parlent. Et ils parlent aujourd'hui d'une stratégie qui n'a jamais consisté à reconnaître un processus de paix réel. Que ce soit avec les uns ou avec les autres. Parce qu'à un moment donné, on a criminalisé Fatah, ensuite on criminalise les uns, on nous parle d'élections. Qui a voulu les élections démocratiques en Palestine? C'est l'Europe, c'est les États-Unis. Et quand le Hamas gagne, c'est pas le bon. Donc toute la population est punie. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Qu'est-ce que c'est que cette démocratie que vous défendez, mais qui serait à géométrie variable? La démocratie quand ça nous sied, mais pas de démocratie quand ça nous sied pas. À un moment donné, il faut parler avec les ennemis. Sans faire de démagogie du tout, je suis partisan d'une démocratie à géométrie variable. C'est-à-dire que selon l'état de lacération, de difficulté, de pauvreté ou d'opposition des pays, je pense que les processus démocratiques doivent être introduits avec une certaine raison. Et d'ailleurs, Hamas... Comme ça vous convient. Hamas, je vais vous dire une chose. Mais Netanyahou, ça vous convient? Israël, ça vous convient? Ces gens qui sont des criminels, qui sont en train de tuer des civils? Écoutez, ça vous convient, ça? C'est ça la démocratie? Écoutez, évitons les invectives. Je sais très bien que vous êtes très profondément lié au mouvement des frères musulmans, comme moi je l'étais au mouvement communiste. Mais pourquoi j'arrêterais ça avec ça? Vous savez, je vais vous dire une chose. Vous vous présentez comme un historien. Non. Vous commencez à me situer, moi, dans ma famille, et vous dites... Le grand-père de Tariq Ramadan qui a été supplicié par Nasser. Il se trouve que mon père est mort en 49 et que Nasser a pris le pouvoir en 52. Vous faites des erreurs monumentales d'histoire. Laissez cela. Laissez l'attaque. Si on pouvait éviter laissez l'attaque personnelle et venez-en à la population papélienne. Ne parlez plus trop. Laissez-moi. Excusez-moi, je vais terminer. Parler des choses qui nous concernent. Mais pas d'attaque personnelle. Et pour moi, je ne considère pas qu'être membre des frères musulmans est un crime ou une Je n'en suis pas et c'est pas le sujet. Bon. Le sujet, c'est les Palestiniens qui sont en train de mourir, monsieur. Monsieur, non. Et permettez-moi quand même oui, de terminer ce que j'ai à dire. Je n'ai jamais utilisé l'épithète frères musulmans de manière dérogatoire. Et d'ailleurs, je suis, et je l'ai dit à plusieurs reprises, pour que Hamas soit un parti à part entière d'une démocratie palestinienne qui, vous le conviendrez, est entièrement à construire quand on voit le comportement qu'a eu le Hamas vis-à-vis de ses prisonniers d'Al-Fatah au moment de leur coup d'État à Gaza. Mais cela dit, le problème, contrairement à ce que vous alléguez, n'est pas limité à Hamas. Hamas a longtemps été lié à l'Arabie Saoudite, au mouvement des frères musulmans égyptiens, il est né de cela. Mais dans les dernières années, à partir de la prise de pouvoir d'Ahmadinejad en Iran, nous avons eu une alliance stratégique du Hamas et du Hezbollah libanais. Nous avons des agents de la brigade Al-Quds qui ont formé les militants du Hamas. De quoi vous parlez? C'est le djihad islamique. Mais je parle des faits, monsieur. Vous êtes en train de faire une histoire. Montrez-nous dans les faits. Le djihad islamique est une session pro-iranienne. Non. Le djihad islamique est le premier à avoir tiré sur les ordres de Téhéran. Laissez parler les autres. Nous sommes plusieurs ici à avoir quelque chose à dire. Moi, je veux relayer la pensée forte de mes amis israéliens Mikado, Michel Warshawski, Amira Haas, Gideon Lévy, qui disent le gouvernement intérimaire israélien actuel ne veut pas la paix. Et c'est ça qui est grave. Car s'il voulait la paix,